ça fonctionne. Donc bonsoir à tous, je vais commencer par me présenter. Lydia Morla-Aydara, je suis maître de conférence en droit privé au sein de cette maison et également co-directrice de l'Institut Droit et Santé. Et à ce titre, eh bien, on va peut-être parler plus fort parce que ça sort le micro. À ce titre, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être venu assister à ce nouvel entretien droit et santé que nous avons donc intitulé « Le dossier médical partagé, un passé chaotique, un présent prometteur, un futur à confirmer ». Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Brigitte Serroussi, que je remercie chaleureusement de sa présence et d'avoir libéré de son précieux temps pour être présente avec nous ce soir. Madame Serroussi est professeure des universités et travaille à l'université Sorbonne Université. Elle est rattachée au laboratoire LIMIX, pour Laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances pour la e-santé. Madame Serroussi est également directrice de projet, avec un S à projet, à la nouvelle délégation ministérielle du numérique en santé. Nous collaborons d'ailleurs sur un de ces projets. Et d'ailleurs, il faut noter que vraiment la création de cette nouvelle délégation ministérielle est une chose qui me semble très positive parce que c'est vraiment l'idée de mettre en œuvre le virage numérique voulu par Agnès Buzyn et le gouvernement. Et l'idée étant, vous l'avez compris, d'accélérer le virage vers la e-santé. Donc, indiscutablement, je pense que cette nouvelle délégation y contribuera. Alors, Madame Serroussi est vraiment la spécialiste du DMP, puisqu'elle a participé à la rédaction, elle a écrit le décret de 2016, du 4 juillet 2016, mettant en œuvre donc ce dispositif qui est le DMP. Alors je vous rappelle que ce dossier médical partagé est une sorte de carnet numérique de santé. Je vous donne juste les articles pour retrouver la matière. Donc, ce sont les articles L 1111-14 à 24 du Code de la santé publique. Et pour la partie réglementaire, pour laquelle Mme Serroussi a œuvré, aux articles R 1111-26 à 43. Alors, comme vous le savez, le régime, vous allez l'apprendre aujourd'hui, le régime du DMP a considérablement évolué et avec lui son sigle, puisqu'on est passé du dossier médical personnel au dossier médical partagé. Et comme on l'indique souvent à nos étudiants en droit, les mots en droit ont une importance. Et là, derrière ce changement de sigle, c'est tout un changement d'état d'esprit, un changement de régime juridique de ce dossier médical aujourd'hui donc partagé. Mais je n'entends pas me lancer ici dans la présentation du DMP, puisque mes propos seraient redondants avec ceux à suivre de Madame Serroussi. Moi, je vous propose juste de vous faire part de deux petites anecdotes personnelles qui vont, je pense, faire écho aux propos à suivre de Madame Serroussi. Tout d'abord, une première anecdote d'enseignement. Lorsqu'il y a déjà un petit peu quelques années, avant le changement de régime justement du DMP, j'avais présenté le DMP à des étudiants en médecine. Et lorsque je leur avais demandé quel est le sens du sigle, ils m'avaient tous sorti dossier médical partagé. Et très surprise parce qu'à l'époque c'était le dossier médical personnel. Je les ai interrogés, on m'a dit que c'est comme ça qu'on leur avait présenté les choses, que c'était un outil des médecins pour mieux partager l'information. Et moi, je me suis empressée de leur rappeler que non, bien sûr c'était ça, mais c'était aussi un dossier médical personnel, donc un dossier du patient, dont le patient devait être maître. Et donc c'est assez amusant de voir la perception de chacun. Et alors, je comprends qu'on ait gardé le sigle de dossier médical partagé, enfin le même sigle pour passer de personnel à partagé, mais je trouve que le sigle idéal aurait été DMPP, pour dossier médical, personnel et partagé, pour que justement les soignants n'oublient pas que si effectivement ça favorise le partage d'informations, c'est au départ, et ça doit rester, aussi un outil du patient. Voilà, donc idéalement le DMPP. Mais bon, voilà, moi je n'ai pas écrit les textes, donc on a donc affaire à ce dossier médical partagé. Donc ça c'était la première anecdote d'enseignement.
Et une deuxième anecdote, alors là elle est complètement le fruit d'une expérience purement personnelle, pour vous faire état de mon expérience lorsque j'ai voulu ouvrir mon DMP. Donc, et pardon, ça va peut-être pas vous plaire, mais justement ça va vous permettre de rebondir là-dessus, de me dire j'espère que les choses ont changé. Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai voulu ouvrir mon DMP en ligne, parce que c'est possible de l'ouvrir en ligne. On m'a annoncé m'envoyer un code d'accès que je n'ai jamais reçu. Alors après, peut-être 2 ans après, j'ai retenté plus récemment, j'ai retenté l'expérience et ma procédure avançait bien jusqu'à ce qu'on me dise vous ne pouvez pas parce que vous ne relevez pas du régime général. Je suis enseignante, je relève de la MGEN et ça n'était pas possible en ligne pour ces régimes dits spéciaux. Seul le régime général permet une ouverture du DMP en ligne. Et j'avais un message qui me disait adressez-vous à votre pharmacien pour l'ouverture du DMP. Donc je suis allée voir mon pharmacien qui m'a dit ah oui mais non en fait je n'ai pas encore le dispositif me permettant d'ouvrir le DMP. Il y a un moment que je l'ai demandé pardon, mais je ne l'ai toujours pas. Donc allez voir votre médecin traitant. Donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit oui non c'est très très bien le DMP mais c'est pas moi qui ouvre ça. Franchement, je ne m'occupe pas de ça, allez voir votre pharmacien. Et donc j'en suis là, en attendant que mon pharmacien ait le dispositif permettant d'ouvrir le DMP. Et juste peut-être voilà pour cette petite remarque, mais vous montrer qu'il est peut-être un petit peu dommage qu'il faille faire preuve d'autant de motivation pour ouvrir son dossier médical partagé, qui pour ma part n'est toujours pas ouvert. Mais bon, j'imagine que les choses vont aller en s'améliorant et je l'espère. Madame Serroussi nous dira ce qu'il en est. Et je vais m'arrêter, lui céder la parole. Je vais m'arrêter sur ces quelques remarques introductives. Juste spécifier que Madame Serroussi est tout à fait favorable à prendre des questions durant l'exposé. Donc n'hésitez pas à solliciter la parole pour qu'on fasse quelque chose de plus interactif. Si vous restez timide, sachez qu'on aura un temps d'échange avec la salle après son exposé, mais que nous devrons quitter les lieux à 19h30 au plus tard, aussi passionnant que soit ce sujet. Donc je vous souhaite à tous une bonne conférence en remerciant à nouveau Madame Serroussi, à qui je cède la parole. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais là? C'est moi qui... Ah donc, et moi alors qu'est-ce que je fais? Eh bien vous êtes fini. Ah, voilà. Je ne sais pas si ça... Et là, oui, parfait. Donc je l'ai pas mis. Oui. Merci beaucoup pour cette introduction. Je rebondirai sur 3 choses rapidement avant de commencer. Alors, si je suis la personne qui connaît peut-être le mieux le DMP, il y a une autre personne donc, qui serait le meilleur interlocuteur sur le DMP, qui est en fait le chef de projet de l'assurance maladie, qui s'appelle Yvon Mernière. Et c'est lui, en fait, à partir du moment où c'est la CNAM qui a pris le relais dans la gestion de ce programme, c'est lui qui a vraiment été à la manœuvre et c'est lui qui a été vraiment au premier plan des déploiements et de la diffusion, de la communication sur ce sujet. Donc ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose, c'était en rapport avec paix et personnel partagé, ben, ça, on va y revenir. Parce que bien sûr, il y a eu beaucoup d'hésitations à repartir sur un paix partagé. Et puis, alors, sur les difficultés à ouvrir son DMP, il faudrait que vous les datiez. Parce qu'effectivement, ça n'a pas été ouvert d'emblée à tous les régimes. C'était d'abord les régimes de l'assurance maladie. Et puis après, il y a eu un élargissement du périmètre. Bon, après, je ne sais pas de quand date. Avant les vacances. Avant les vacances de février, de Noël. Voilà. On va y aller. Alors, donc d'abord, effectivement, vous l'avez dit, je suis directrice de projet à la délégation ministérielle du numérique en santé. Cette délégation ministérielle du numérique en santé, elle a remplacé à la fin du mois de décembre, donc c'est quelque chose de très récent, une structure qui s'appelait la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé, D6. Et je suis dans cette structure-là depuis 2012. En fait, j'ai été recrutée pour m'occuper du DMP à un moment où il n'allait pas trop bien. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que ma présentation et tous les éléments d'information que je propose dans cette présentation, ça représente mon point de vue et ça n'engage que moi. En aucun cas, ça engage ni la délégation ministérielle de la santé, du numérique en santé, ni le ministère de la Santé,
santé, ni même l'assurance maladie. Et donc je remercie celui qui connaît le mieux le DMP, Yvon Merlière, pour les slides qu'il m'a prêtés et que je réutilise pour certaines d'entre elles dans cette présentation. Alors, on commence donc avec effectivement le passé, avec ce DMP qui était effectivement personnel et son histoire. Donc, la création du DMP personnel a été inscrite dans la loi du 13 août 2004 avec une mise en œuvre en 2007. En 2005, pour préparer cette mise en œuvre, il y a eu la création du GIP-DMP, qui est la structure qui a travaillé à la mise en œuvre de ce DMP. En 2006, il y a eu des premières expérimentations, mais qui étaient avec un DMP régional, c'est-à-dire qu'en gros, il était bien personnel et il était, j'ai envie de dire, territorial. Donc, il y avait des DMP pour les régions. Et puis, en 2007, à l'ouverture, sur la base de ces premières expérimentations, il y a eu des craintes exprimées sur la confidentialité des données et il y a eu un recul du projet avec un arrêt momentané. Donc 2008 et 2009 sont des années qui ont été utilisées pour relancer un nouveau DMP qui était lui donc national mais toujours personnel. Et la première relance a eu lieu à la fin du 2009 suite à la loi du 21 juillet 2009 qui préconisait également la création d'une agence qui avait la charge de promouvoir le projet et de développer le DMP. Donc on est passé d'un GIP-DMP qui était en charge du premier DMP régional à une agence nationale, l'Agence des systèmes d'information partagés pour la santé, ASIP Santé, à la fin du 2009. En 2011, le DMP a été testé dans 4 régions pilotes et en 2012, il y a eu une inquiétude très forte, alors non plus sur la confidentialité des données, mais plutôt sur les usages. Puisque, en fait, on avait bien vu que, conformément à un petit histogramme là, qui est mis en bas, donc en gros, il a été lancé fin 2019 et réellement janvier 2010, avec des projections de création qui étaient très ambitieuses, puisque en 2012, on devait avoir 9 millions de DMP créés, et même en projection en 2014 à 13 millions, mais en 2012, en fait, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a remis un peu en question la bonne conduite de ce projet. Puisqu'on était à cette époque à 180 000 DMP au lieu des 9 millions attendus, et il y avait des inquiétudes, certes sur la façon dont ces DMP étaient créés et sur le fait qu'il y a eu des financements qui avaient donné lieu à cette création, avec des ambitions qui n'étaient pas à la hauteur de ce qui était attendu et pas à la hauteur non plus des financements. Alors, même si effectivement le dispositif était opérationnel, puisque la preuve en est, c'est qu'il n'y avait pas zéro DMP construit, créé, il y avait 180 000 DMP, eh bien, il n'y avait pas suffisamment par rapport à ce qui était attendu. Alors là, suite à la publication du rapport de la Cour des comptes en septembre 2012, il y a eu un déchaînement médiatique qui a été observé, avec même Le Monde de la santé qui disait vraiment le dossier médical personnel est très mal ficelé, mais pas que Le Monde. En gros, on disait un petit peu partout, dans la presse écrite et papier et numérique, qu'en gros, il avait coûté bien cher ce dossier médical personnel et décollait pas du tout, puisque en gros, on était à très peu de dossiers DMP construits, créés. Donc en fait, il y a eu des interrogations sur le fait qu'il fallait peut-être laisser tomber l'outil là et repartir de zéro avec quelque chose qui correspondrait mieux aux besoins de tout le monde. Mais les besoins n'étaient pas forcément clairement exprimés. Et la question s'est posée au sein du ministère d'arrêter tout. Et éventuellement 3 possibilités, soit de repartir à zéro, soit de ne pas repartir du tout. Parce qu'en gros, peut-être que le sujet n'était pas mûr et qu'il n'y avait pas d'accueil possible pour un outil de ce type-là. Et soit de repartir avec le même, mais en le modifiant. Et c'est cette troisième solution qui a été adoptée après des travaux qui ont été conduits au sein du ministère avec l'ensemble des acteurs de cet écosystème DMP, on va dire, que ce soit les patients avec la prise en charge des usagers, que ce soit les industriels, que ce soit les fédérations, que ce soit hospitalières ou Unicancer, que ce soit également les syndicats de médecins libéraux, que ce soit
les syndicats des urgentistes, enfin il y a eu vraiment des gros travaux qui ont été conduits. Et la recommandation, ça a été, on continue avec presque le même, on le modifie un peu, mais on continue avec l'outil tel qu'il existait à ce moment-là. Donc en fait, Marisol Touraine a défendu le projet à l'Assemblée en disant qu'on allait aller vers un dossier médical personnel de nouvelle génération, qu'on appelait nous au ministère le DMP2, mais qui après a trouvé un autre nom. Donc, suite au groupe de travail, aux réflexions qui ont été conduites, il y a eu le DPP. Il y a eu le dossier médical personnel partagé. C'est vrai? Oui, on l'a eu dans la liste. On avait le DMP2. Après, il y a des gens qui ont dit, mais il faut laisser tomber ce DMP, cet acronyme est complètement cramé, on n'en veut plus, il faut changer, il faut vraiment tourner la page. Et en fait, finalement, comme il était quand même déjà connu, même si pas forcément avec un aura positif, finalement, ce qui a été décidé, c'est de garder DMP comme acronyme, mais de passer à partager. Alors, pourquoi laisser tomber le personnel? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, le dossier, le DMP, c'est un dossier médical personnel. C'est un dossier qui est finalement à la charge du patient. C'est lui, on va voir tous les droits qu'il a sur le DMP. C'est vraiment lui qui gère le DMP. Finalement, c'est ce qui avait fait peur dans la première période, puisque le DMP était personnel. Ce qui était exprimé par les professionnels de santé, c'est que c'était aux patients de remplir. Donc ça prenait du temps de créer, parce qu'à ce moment-là, c'était les professionnels de santé qui créaient les DMP. Si en plus il fallait le remplir, ça prenait trop de temps pour un dossier médical qui était quand même personnel et qui finalement ressortait de la responsabilité du patient. Donc en fait, il y a eu effectivement un virage culturel au niveau de la signification de l'acronyme DMP qui a été conservé, avec un dossier médical partagé, qui a été donc un des articles, qui a été créé par un des articles, l'article 96 de la loi de modernisation du système de santé publiée au 26 janvier 2016. Et donc là, en gros, afin de valoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer dans des conditions et sous des garanties prévues à certains articles et dans le respect du secret médical d'un dossier médical partagé. Donc là, on voit que finalement, ce qui a été inscrit dans la loi, c'est qu'il était partagé par les acteurs de la prise en charge, puisqu'il doit servir la coordination des soins. D'où partager était tout à fait légitime, et les premiers étudiants de médecine, finalement, ils avaient bien compris de quoi il s'agissait. Alors, cet article 96, il inscrit aussi un changement de gouvernance, puisque c'est la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui assure la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé dans des conditions prévues en décret, donc le décret dont on a parlé. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration d'un système d'information qui gère ce dossier. Donc, en fait, on voit que on est passé de l'ASIP Santé, donc cette agence nationale, à quelque chose de plus grande envergure, parce que la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est une force de frappe qui n'a rien à voir avec ce que pouvait faire l'ASIP. Donc on a changé de registre avec un acteur très puissant, et notamment puissant auprès des médecins libéraux. Parce que l'ASIP, finalement, en tant qu'agence nationale, elle pouvait faire ce qu'elle pouvait, mais pas grand-chose au fond, puisque finalement, ce sont les ARS, qui sont les bras armés régionaux du ministère de la Santé, qui s'occupent des établissements de santé, et finalement, c'est l'assurance maladie qui s'occupe, qui gère, qui intervient, qui interfère via les conventions, les conventionnements, avec les médecins libéraux. Donc finalement, comme là où ça avait vraiment bloqué, c'était au niveau de la médecine libérale, ce changement de gouvernance paraissait très constructif pour le succès du projet. Et puis, en gros, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre de règles d'utilisation qui ont été inscrites dans la loi, alors qu'avant, le contenu, par exemple, du DMP personnel, il n'était pas spécifié. On disait simplement, c'est ce qui est utile pour la prise en charge du patient qu'on doit mettre dedans, alors que là, en gros, on a bien dit qu'il fallait... ce qu'on attendait que figure dans le DMP,
avec même des critères sur les différents acteurs. Par exemple, le compte-rendu d'hospitalisation, il doit être remis dans les délais prescrits par la Haute Autorité de Santé, par exemple, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que le DMP? Donc, vous l'avez dit au début de cet exposé. Donc, c'est un carnet de santé numérique du patient. Il n'est pas obligatoire, il ne vient pas remplacer le dossier patient informatisé des professionnels de santé. Il vient en fait comme un moyen d'échange d'informations entre eux. L'échange visant à la meilleure coordination de tous ces acteurs autour de la prise en charge d'un patient. Il est non obligatoire, je l'ai dit, il est confidentiel. Donc tout bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale peut bénéficier d'un DMP. Donc aujourd'hui, tous les régimes sont inclus. Il va permettre à un patient, s'il en est d'accord, puisque c'est lui qui va sélectionner les professionnels de santé qui auront accès ou pas à son DMP. Donc il permet à un patient de partager, de faire en sorte que ces données soient partagées au sein de l'équipe de soins, mais il peut aussi partager lui-même des informations avec ses professionnels de santé, puisqu'il y a un volet personnel où effectivement il peut mettre un certain nombre d'informations. Et puis les professionnels de santé, ils peuvent ajouter certains documents, certaines informations qui sont jugées pertinentes dans le cadre de la prise en charge, et ils ne se substituent pas au dossier professionnel, je l'ai dit. Alors, ce qui avait été vraiment très prégnant au niveau des constats faits en septembre 2012, c'est qu'il y avait peu de DMP. Alors ça, ce n'était pas très compliqué de le voir, puisqu'il y avait 180 000 au lieu de 9 millions. Ils étaient souvent vides, la moitié d'entre eux étaient vides, il n'y avait rien dedans. Et puis, en gros, tout ça témoignait, directement ou indirectement, puisque les professionnels de santé le disaient, d'une faible appropriation de leur part de cet outil. Notamment, les médecins généralistes considéraient à cette époque, en 2012, que ce DMP qui servait à la coordination des soins pouvait prendre la place du médecin traitant qui avait, lui, pour charge de coordonner les parcours. Donc, ils voyaient finalement cet outil comme un concurrent par rapport à la valeur ajoutée qu'il pouvait avoir dans la coordination des soins. Donc, la première chose qui a été faite, c'est de dire, puisque les professionnels de santé ne sont pas prêts, il faut dire que comme il fallait créer le DMP après le consentement éclairé du patient, c'est sûr que dans un temps de consultation, ça ne rentrait pas. Donc, finalement, les professionnels de santé, ce n'étaient pas finalement les meilleurs acteurs de la création. Donc, on a rajouté la dimension de pouvoir faire en sorte que le patient lui-même puisse créer son DMP. Au niveau du contenu, comme effectivement il n'y avait pas grand-chose, après je peux vous donner l'anecdote qui va expliquer pourquoi il n'y avait pas grand-chose, eh bien l'assurance maladie qui était en capacité de le faire a dit c'est très simple, dès qu'un DMP est créé, je l'alimente par l'historique des remboursements. On va voir ce que c'est que l'historique des remboursements, mais je pense que vous le savez, et vous allez voir que c'est quand même des informations qui sont assez précieuses pour la prise en charge des patients. Et pardon, est-ce que les médecins peuvent quand même l'ouvrir ou pas? Les médecins traitants peuvent faire ce choix de l'ouvrir ou pas? Tous les professionnels de santé peuvent toujours créer des DMP pour les patients. C'est toujours possible. Simplement, on a introduit d'autres acteurs comme étant des acteurs qui pourraient créer des DMP. Et en premier lieu, le patient lui-même. Alors, la faible appropriation par les professionnels de santé, toujours parce que c'est la CNAM, et il y a d'autres acteurs, ça a été d'aller vers des incitations financières. Donc la ROS, donc la rémunération sur objectif de santé publique, qui intègre dans un socle préliminaire au fait d'avoir accès aux autres parties de la ROS, le fait d'avoir un logiciel métier qui soit DMP compatible. Ensuite, à cette époque-là, il y avait aussi le programme Hôpital numérique qui permettait d'agir aussi sur les hôpitaux de façon à ce qu'ils poussent dans les DMP les comptes rendus d'hospitalisation. Et puis, il y avait la certification, à cette époque B 2014, qui avait aussi un axe système d'information avec un nombre de DMP qui était créé, parce que les hôpitaux étaient créés, ils font toujours des DMP, et alimentés également par les comptes rendus d'hospitalisation. Donc, les évolutions structurantes du DMP suite au changement de gouvernance, c'est, on l'a dit, permettre la création du DMP par le bénéficiaire lui-même, et on l'a dit également l'alimentation en données de remboursement. C'est également le développement d'une application mobile. C'est aussi l'ouverture du DMP pour les ayants droit, parce que le DMP que la CNAM a récupéré
En fait, il était juste pour les alors le contraire des droits, c'est les donneurs de droit. Non, je sais plus. Bon, enfin, c'était ceux qui étaient les ouvrant. C'est ça. Voilà, je savais qu'il y avait. Voilà. Donc, à cette époque-là, le DNP, en fait, qui était réservé aux ouvrants droit, et par exemple, les enfants de départ du DNP, la femme dans un ménage qui n'avait pas son assurance maladie propre n'était pas non plus. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément une bonne idée, on va dire d'emblée. Petite parenthèse quand même, dans la mesure où le DNP, sa cible c'était quand même les maladies chroniques, les personnes plutôt âgées, c'est vrai que les enfants, au début, honnêtement, n'étaient pas dans la cible prioritaire, et c'est pour ça que ça a commencé sans les ayants droit, donc les enfants. Après, il y a tout ce qui est la création, donc le dispositif de création a été étendu aux accueils des caisses primaires d'assurance maladie et aux officines, donc on va voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé avec les pharmaciens. Et puis il y a eu des tas de travaux qui ont été conduits pour permettre la simplification des accès au DNP pour les professionnels de santé. Et là, il y a en cours une consultation du DNP 104 CPS en établissement de santé, mais qui vient de commencer. Alors, les données du remboursement, donc l'historique des remboursements, pour l'instant, c'est un PDF. Donc c'est en gros une image figée du contenu de l'ensemble des actes et des médicaments ayant donné lieu à un remboursement. Donc on voit que c'est des informations qui sont indirectement informatives sur l'état de santé du patient. Les médicaments, c'est clair, un médecin, un professionnel de santé, il peut comprendre quand il y a eu délivrance d'un antidépresseur, qu'il y a un problème de traitement d'humeur. Quand il y a un antidiabétique, il peut aussi faire des conclusions. Donc le traitement délivré est informatif quant à l'état de santé d'un patient donné. Alors je ne parle pas du médecin traitant qui est bien sûr au courant, mais je parle d'une situation où un patient en vacances va voir un médecin parce qu'il a un souci. Il peut ne pas se souvenir de tout, et donc là, en gros, on a accès à des informations. Et puis pareil pour les actes, et là, du coup, même le médecin traitant, qui peut voir qu'il y a eu un acte de radiologie et qui peut orienter son interrogatoire pour demander au patient, je vois que vous avez fait une radio, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc. Donc, les données de l'historique de remboursement sont versées dès la création du DNP, ce qui fait qu'il y a quand même un contenu. Et puis il y a les documents du parcours de soins qui ont été spécifiés justement dans le décret d'application de la loi, avec le volet de synthèse médicale. Donc ça, c'est quelque chose que doit faire le médecin traitant et pour lequel il y a une incitation financière également de l'assurance maladie. Donc ça se fait au moins une fois par an. Donc c'est une synthèse de l'état de santé du patient au cours de l'année qui vient de se passer. Et plus fréquemment, si par hasard, il y a eu des incidents ou des problèmes de santé particuliers. Quand on va voir un spécialiste, ce qu'on attend de ce spécialiste, c'est qu'il pousse dans le DNP le compte-rendu de la consultation. Pardon, quand vous acceptez qu'on vous coupe, pour la synthèse médicale des médecins traitants, en termes de pratique, on en est où? Ça se fait bien? C'est un petit peu difficile au démarrage? C'est une pratique généralisée ou pas? Alors, il y a des logiciels métiers qui font la synthèse médicale automatiquement. Donc, pour ces logiciels métiers-là, oui, ça se fait très bien, puisqu'en gros, il suffit pour le professionnel de santé d'appuyer sur un bouton, la synthèse médicale est créée, et il peut l'envoyer dans le DNP, donc ça se passe très bien. Alors, tous les logiciels, oui. Par exemple, les comptes rendus de consultation, on les reçoit, les patients peuvent les recevoir aussi en PDF. Est-ce que le patient peut les mettre ou non dans le DNP? Il faut que ça passe par soit des logiciels qui le font automatiquement, soit par le médecin traitant qui a reçu ces comptes rendus. Alors, le patient qui a un compte rendu, s'il l'a sous un format papier, il peut le scanner, le mettre dans le volet personnel de son DNP. Il est interdit de le recevoir par mail, normalement, parce qu'il n'y a pas de messagerie sécurisée pour le patient pour l'instant. La messagerie sécurisée qui existe, les seules messageries sécurisées qui existent, parce qu'elle nécessite une identification des acteurs, elle est réservée aux professionnels de santé. Les résultats de laboratoire, on les reçoit pour les laboratoires. Alors non,
On peut les avoir parce qu'ils sont sur un serveur sécurisé. Oui, alors ça ne correspond pas à un mail en fait. C'est un serveur sécurisé. Oui, on peut le mettre dans son DNP. Oui. Pas besoin nécessairement du logiciel et du médecin qui le fasse. Oui, voilà. C'est ma question. Oui, voilà. Donc si on a un document papier qu'on veut mettre dans son dossier, son DNP, on le scanne et on le met et ça sera dans le volet personnel. Et au niveau de la consultation, on peut en parler parce que le professionnel de santé, il a accès à ce volet personnel. C'est justement, en fait, moi j'ai envie de dire, c'est une version dégradée de la messagerie en fait. Puisqu'on le met dans un endroit et on peut le faire de façon sécurisée, et le professionnel de santé, il peut aller à cet endroit. Et est-ce qu'il y a une gestion de la redondance? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une gestion de la redondance? Non, pas pour l'instant. Il peut y avoir deux fois le Oui. rendu s'il y a deux circuits différents qui le Tout à fait. défoncent dans le DNP. Tout à fait. Ils ne seront pas au même endroit, donc il n'y aura pas de redondance explicite, mais effectivement, si le patient il met dans son volet personnel plein de trucs qui sont déjà poussés par les professionnels de santé, il y aura une duplication. Mais dans l'accès naturel vers le contenu du DNP des professionnels de santé, il n'y aura pas de redondance. Par contre, s'ils vont voir également dans le volet personnel, ils retrouveront des éléments d'information qu'ils vont déjà. L'accès peut être différencié ou pas? C'est-à-dire en clair, on parle de ce document-là. Ce document-là, je veux bien que mon généraliste voit, mais bon, pas mon cardiologue. C'est possible? Oui, c'est possible, on va voir ça. Je continue donc avec la biologie des comptes rendus d'examen, et les radiologues, c'est le compte rendu d'imagerie. Et là maintenant, dans la nouvelle version, on a des liens vers les PACS pour avoir même les images. Pareil pour le bilan diagnostic de kiné, les infirmiers, etc. Et puis les établissements de santé, ce qui compte vraiment, c'est le compte rendu d'hospitalisation qui s'appelle maintenant l'aide de liaison de sortie, et puis éventuellement le dossier de liaison des urgences, qui compte aussi beaucoup pour les EHPAD. La matrice d'habilitation des professionnels de santé, c'est justement une matrice qui va donner accès à certains professionnels de santé à certains types de documents du DNP. Alors, par contre, au niveau des médecins, on ne va pas pouvoir faire la différence. C'est-à-dire que les médecins sont dans la même catégorie de la matrice d'habilitation. Ils auront tous accès aux mêmes documents. Mais on a encore une solution si on veut faire plus précis. On va y venir là. Donc, les droits du patient, c'est donc, il y a toujours le processus de création par le professionnel de santé après le consentement express du patient. On est dans un modèle de opt-in, création après consentement express. Sauf si c'est le patient, effectivement, qui le crée lui-même, donc il n'y a pas besoin d'avoir ce consentement express. Par contre, le patient, il va gérer l'autorisation des accès. C'est lui qui va désigner des professionnels de santé autorisés ou pas, qui va autoriser ou pas à accéder à son DNP. Le patient va aussi donner un consentement pour l'accès en brise-glace, c'est-à-dire un accès par n'importe qui, dès lors qu'il y a une situation d'urgence. Type, il arrive dans un état d'inconscience aux urgences, il ne va pas donner l'autorisation au médecin qui l'accueille aux urgences, qui n'a pas du tout référencé comme étant quelqu'un qui pouvait accéder. Et puis ce médecin ne fait pas non plus partie de l'équipe de soins, donc normalement il n'y a pas autorisation. Mais il y a coché la case en brise-glace, et là en gros il s'authentifie, il identifie le type de l'accès en brise-glace. Et si le titulaire du DNP a dit qu'il acceptait ce type d'accès, eh bien il y aura accès, sinon il n'y aura pas accès. Et pardon, quand vous écrivez que les professionnels de santé autorisés ou pas par le patient, on est d'accord que si le médecin intègre l'équipe de soins, il y a un consentement présumé à l'accès. Oui. D'accord, ok. Donc il peut dire oui, soit non, mais de manière plus générale, lorsqu'on prend en charge un patient qui a un DNP, le médecin a un accès à ce dossier. Alors, donc parce qu'il va se déclarer membre de l'équipe de soins. Donc au sein de l'équipe de soins, c'est sans proposition. Oui. Et à l'extérieur, c'est avec consentement express. Alors, le droit de masquage, c'est pour vous, monsieur. Donc, en fait, le patient titulaire de son DNP, il a le droit de masquer certaines informations de son DNP. Là, elles seront masquées à tout le monde, sauf au médecin traitant et à l'auteur de l'information. Il y a aussi la possibilité pour les professionnels de santé
d'avoir une visibilité retardée pour certains documents dits sensibles aux patients titulaires. Par exemple, si par exemple il y a un compte-rendu ANAPAT dont la conclusion c'est un diagnostic de cancer, on ne va pas le pousser comme ça dans le DMP, on va le rendre, on va le pousser mais avec le label sensible, document sensible. Le médecin traitant sera informé qu'il doit créer les circonstances d'une consultation pour pouvoir annoncer et donc accompagner cette annonce de maladie, de diagnostic de cancer. Donc ceci dit, ça doit être fait dans les 3 semaines qui suivent le fait que cette information sensible a été poussée dans le DMP. Et s'il n'y a pas eu de désensibilisation par la consultation d'annonce, eh bien ce document il va devenir quand même visible. Et là, le patient sera en capacité de le voir, même si ce n'est pas les meilleures conditions qu'on veut, mais pour éviter les pertes de chance, des choses qui sont oubliées, quoi, qui vont ne pas être prises en compte. Alors, parce que là, on n'en a pas parlé, est-ce qu'il y a quelque chose pour les aspects génétiques? le massage. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que... Alors, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas un traitement spécifique pour la partie génétique. Alors pour l'instant, non. Pas que je sache en tout cas. C'est vrai que les informations génétiques, c'est pas celles qu'on a mis les premières en avant pour la coordination des acteurs au niveau d'une équipe de soins. Et pourtant, dans le cas d'une maladie rare, oui, vous avez raison. une fois sur deux, c'est ça qui Oui, est déterminant dans le diagnostic du médecin. Oui, vous avez raison. C'est toujours possible de les pousser, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas... Mais il n'y a pas un... Parce que je prends en Allemagne ou en Suisse, la même chose. quand ils arrivent à faire pas la même conclusion, Oui, peut-être un peu plus d'avance sur la France, mais bien sûr. au niveau de la définition, oui. Au niveau de la réalisation, c'est autre chose. Oui, la Suisse a commencé bien après. Ah non, la Suisse a commencé il y a 15 ans. Le Le premier DMP? oui, intercantonal, Tessin, Genève et Lausanne, c'est il y a 15 ans. Oui. Mais sur toute la Suisse. Ah non, mais c'est la responsabilité est cantonale, donc ça ne peut pas être fédéral. Oui, c'est bizarre. Voilà. Moi, j'avais lu. Allez-y. Oui, parce qu'effectivement, il faut se méfier quand on voit un pays fédéral. Des fois, on a des réflexes un peu trop français. Et non, en matière fédérale, alors c'est très hétérogène. C'est pas pareil. Voilà, c'est très hétérogène. En Allemagne aussi, c'est pareil. Pour la même raison. Il y a des choses qui marchent en bien, qui ne marchent pas. Donc, ailleurs, ils ont effectivement pris un souci et fait un apagis spécifique pour l'aspect génétique. Voilà, parce que, bon, il y a l'aspect maladie rare, mais il y a aussi l'aspect information au sein de la famille. Parce que même si on dit que c'est personnel, le partage de code dans les familles, dans la pratique, c'est une famille sur deux. Voilà. Donc voilà. Alors, vous avez raison. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion, en tout cas que je sache, conduite sur ce type d'information et que c'est sans doute un manque et qu'il faudrait effectivement leur faire remonter, puisque dans le cas des maladies rares, effectivement, c'est quelque chose d'important. Alors, en gros, pour faire caricatural, pratiquement, c'est vrai qu'en gros, initialement, la cible, c'était les personnes âgées, les maladies chroniques. Ensuite, on s'est dit, oui, mais quand même les enfants, donc des enfants. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce qui a été proposé, c'est insuffisant pour des cas particuliers qu'il faut également prendre en compte. Donc, je note effectivement cette remarque très pertinente. Oui, alors, donc tout ça n'est possible que si tous les gens qui accèdent au DMP se sont clairement, alors pour les professionnels de santé, identifiés et authentifiés avec un niveau fort d'identification-authentification qui n'est pour aujourd'hui réalisé qu'avec la carte CPS. Alors il y a des travaux pour essayer de s'en affranchir parce que en gros, on veut aller jusqu'à une dématérialisation poussée, mais pour l'instant effectivement c'est la carte CPS. Et chaque fois qu'un PS accède à un DMP, il faut qu'il s'identifie ou authentifie avec un lecteur de carte CPS. Et ça permet de générer quelque chose qui est très très important pour le patient, c'est le journal des accès, c'est-à-dire que en gros le DMP propose
à son patient titulaire, mais également au médecin traitant de son patient, un accès à un journal qui va être finalement la synthèse de tous les accès des professionnels de santé au DMP, avec la date, l'action qui a été réalisée, et donc ça permet aussi d'avoir un outil de gestion finalement de tout ce qui s'est passé au niveau du DMP. Il y a une analyse comportementale, style, il y a un excès de demande de DMP, où ça repose simplement sur le patient qui lui-même doit vérifier qu'il n'y a pas trop d'accès. Oui, alors ça repose effectivement sur le patient, mais avec son médecin traitant, puisque en fait les deux sont en binôme. Non, mais il n'y a pas de logiciel automatique d'analyse comportementale de sécurité, ce qu'on appelle la sécurité post justement notification. Oui. Non, ça n'existe pas. Non. Alors ce qu'il y a comme nouvelle fonctionnalité qui va un peu dans le sens, mais c'est toujours le patient qui est responsable de ça. C'est qu'à chaque nouvel accès d'un professionnel de santé nouveau, c'est-à-dire à chaque premier accès d'un nouveau professionnel de santé, il y a une notification qui est envoyée au patient. Donc pour qu'on soit plutôt modèle push que d'aller chercher l'information en allant consulter le journal. Mais c'est vrai que c'est le patient qui est responsable de cette gestion-là, ou son aidant, si ce n'est pas le patient qui gère son aidant. Ça, juridiquement, c'est un peu non sécuritaire, juridiquement. Ça, moi, je ne peux pas vous répondre. Parce que peser la charge sur le patient uniquement, alors que effectivement, l'exploitant est co-responsable. Je veux dire, par rapport au droit de l'informatique, je parle. Alors, ça c'est un autre registre, mais c'est effectivement à considérer. L'idée là aujourd'hui, c'est vraiment de rendre le patient acteur, responsable, engagé, etc. Et donc en gros, c'est de lui, en gros, on lui donne des clés, et puis c'est lui qui doit être finalement en responsabilité de ces choses-là. Alors effectivement, il y a sans doute des patients vulnérables pour qui c'est pas forcément, qui vont même pas avoir le portable peut-être pour avoir la notification, etc. Donc là, le journal des accès, c'est peut-être au médecin traitant de vérifier que, mais dites-moi, là je vois qu'il y a eu le docteur machin qui s'est connecté et qui a lu tel document, est-ce que vous le connaissez? Voilà, ça fait partie aussi des choses qui se voilà. Vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction entre le fait que le DMT sert beaucoup à une population âgée et cette démarche qui consiste à lui donner entre les mains la sécurité entre guillemets numérique dont normalement il comporte pas. Quand même 18 ans, il sait comment faire parce qu'il vit avec. Par contre, une personne un peu plus âgée n'a pas une habitude forte de la sécurité numérique. Donc est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Alors, pas tout à fait, parce que la personne âgée qui va soit créer elle-même son DMP, soit donner son consentement à la création et qui va en gros l'alimenter et qui va être en capacité de le faire, ça ne pose pas de problème. La personne âgée qui ne va pas pouvoir faire tout ça, en fait, soit elle n'aura pas de DMP, soit elle aura un aidant qui s'en occupe. C'est ce qu'on a observé. Mais par contre, cette fracture numérique que vous évoquez, elle existe. Donc il y a effectivement un état de santé au-delà duquel on ne peut pas attendre que cet outil soit utilisé par le patient lui-même. Après, il y a un relais par un aidant où il y a une fermeture du DMP. Et d'ailleurs, quand on le ferme, je rebondis donc sur le dernier point, on peut le fermer à tout moment. Une fois fermé, il sera conservé pendant 10 ans. Et une durée de conservation des éléments d'information de santé. Alors pas tellement pour le contenu, puisque le contenu médical, il est dans les DPI des professionnels de santé qui ont alimenté le DMP, mais pour en fait l'historique du masquage. Parce qu'en gros, on conserve pendant 10 ans pour des cas de contentieux où effectivement un professionnel de santé aura décidé de cette manière, d'une certaine manière, la prise en charge. Et en oubliant qu'il y avait une pathologie ou quelque comorbidité qui contraignait quelque chose, mais on lui avait masqué le document et donc il n'y avait pas accès. Donc c'est surtout pour les historiques de masquage que ça sert, cette observation de 10 ans, une fois le DMP fermé.
Et puis je crois que ça permet aussi la réversibilité de la fermeture, c'est-à-dire que ça permet à un patient qui avait fermé son DMP de décider de le rouvrir quelques années après et de retrouver l'archivage de ses données aussi. Je pense Oui, que mais ça par exemple, si le réouvre 15 ans après, il l'a plus. Donc oui, dans les 10 dans ans. les 10 ans, voilà. Dans les 10 ans. Honnêtement, la conservation des 10 ans, c'est vraiment dans les Voilà. hypothèses d'infectieux. Oui, oui. J'ai une question. Oui. Je m'appelle Vidal, je suis directeur de recherche à Sonéra, c'est médecin. Dites-moi, qui est le propriétaire légal du DMP? Et est-ce que j'ai le droit, en tant que patient, de prendre l'ensemble de mes données, de les sortir et de les donner au mail clinique, par exemple? Alors, merci pour cette question. Alors, qui est le propriétaire légal du DMP? Je pense que c'est l'assurance maladie. J'ai envie de vous dire, hein. Mais Très bonne nouvelle. non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. En fait, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas le patient. Le patient, il est Très bonne propriétaire nouvelle. du compte. Alors, la deuxième chose, est-ce que j'ai le droit de sortir toutes les indications du DMP et de les envoyer pour deuxième avis au maillot clinique avec la légèreté avec laquelle j'autorise Facebook à faire de l'argent sur une personne? Alors, il y C'est un a. peu biaisé. Non, mais non, parce que ces questions, c'est pas du tout biaisé, parce que ces questions ne sont pas, elles sont assez classiques. Donc, c'est des questions qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, une chose est sûre, le patient n'est pas propriétaire de ces données. Il en a l'usufruit, on va dire. Il ne peut pas les vendre. Il peut les donner. Donc, il y a dans le RGPD, il y a un droit à la portabilité des données. Donc, normalement, il devrait y avoir, alors pour l'instant je ne sais pas si c'est développé, je ne crois pas, mais vous avez moyen de télécharger toutes vos données et de faire ce que vous voulez avec. D'ailleurs, quand vous allez avoir votre DMP sur votre appli mobile, vous pouvez télécharger. Est-ce que je peux objecter que ça me paraît une catastrophe totale? Pourquoi? Parce que je pense que la donnée sur le corps humain est un jeu absolument J'entends central, plus. que ces données ont été payées par la collectivité dans un système solidaire, et que je ne vois pas au même fois les impôts de nos concitoyens serviraient, je précise que j'ai des enfants américains, à alimenter les bases de la maillot clinique, le tandem Google, Stanford, etc. Ça me paraît ahurissant. Mais si vous- Alors, ces données se balader comme ça, alors qu'on a déjà, je vous signale, au bras, un truc là qui s'appelle Apple Watch, par exemple, qui est vendu en tout à qui est en France et porté par moi, qui transporte des données de santé sans aucun contrôle et sans aucun accès, dans des laboratoires américains de recherche, arbitrés par des associations de patients. oui. Alors, je vais vous donner ma position là-dessus. Hein. Là, vraiment, s'il n'y a plus de DMP, il n'y a plus rien. Il y a un problème autour, vous pouvez l'exposer très très bien, il y a un problème autour des données de santé et de qu'est-ce qu'on en fait. Donc, de la même manière que tout le monde peut raconter toute sa vie médicale sur Facebook ou sur n'importe quel blog ou n'importe quel forum, vous pouvez effectivement avoir accès à vos données de santé et en faire ce que vous voulez avec. La seule chose qu'on va vous interdire, c'est de les vendre. Voilà. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est vous qui décidez de le faire. Comme vous en avez l'usufruit, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous n'avez pas le droit de les vendre. Maintenant, le Health Data Hub, il a vocation à essayer de faire un peu la même chose. Et donc d'avoir une construction avec des bases de données importantes pour favoriser effectivement une recherche avec un environnement qui est celui qu'on a envie de voir. Alors juste, je vais aller un peu plus loin, je vais même provoquer encore plus que vous. Ce qui gêne certains patients, c'est que en gros, comme vous le dites, hein, moi c'est mes données, je ne comprends pas pourquoi finalement, alors que les autres vont les recueillir et les vendre, pourquoi moi je n'ai rien? Puisqu'il y a une interdiction de les vendre. Donc la monétisation des bases de données qui sont construites à partir des données de santé de la population,
ça gêne certains patients. Ça gêne certains patients. Ils voudraient être associés finalement au fait qu'il y a une vente derrière. Mais ils ne peuvent pas vendre leurs données eux-mêmes, mais ils veulent profiter de la vente des données de tous. Le problème, c'est que quand vous demandez aux gens, est-ce que tu veux donner tes données pour telle recherche? Oui. Tout le monde va dire oui. Je connais personne, pas un patient, qui lorsqu'on lui dit est-ce que vous êtes prêt à céder vos données pour la recherche, disent non. Là où il commence à dire attendez, mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est quand il y a le profit au loin de la monétisation qui commence à dire attendez, c'est pas normal. Voilà. Donc, je suis d'accord, mais que le patient, on dit la personne, oui, on dit la personne. Adressé à la personne, et que la personne soit naïve, c'est pas son métier d'être au courant des dernières luttes titanesques qu'il y a autour des bases de données en santé et sur le corps humain de manière générale entre des multinationales géantes. Et qu'un gouvernement ou qu'une caisse nationale fasse pratique un angélisme total. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ce n'est pas le gouvernement national. C'est de l'angélisme. Vous savez qu'actuellement, on n'a pas accès aux données brutes des appareils d'échographie dans les équipes de recherche. Parce qu'actuellement, il faut savoir que nos chers collègues allemands, anglais, ne construisent pas cet appareil. Par contre, que les Américains, les Japonais, etc., interdisent aux équipes de recherche l'accès aux données brutes. Donc non seulement on est en train d'accepter sur le sol national qu'on déprive nos équipes de recherche des données brutes, mais en plus on autorise même le patient à aller diffuser des données qui ont été récupérées avec l'argent de la solidarité nationale. Ça me paraît totalement incompréhensible. Mais il faut partir du principe que ça fait partie des droits du patient, en fait. Il faut Et raisonner en termes de droits de patient. Le droit ne se fait pas indépendamment de l'histoire. Une nouvelle donne historique qui est actuellement des consortiums de type Péantubien, tout à l'heure, encore une fois, moi j'ai un fils à Harvard qui est américain. Je peux vous garantir que quand on voit les liens qu'il y a entre Google et Stanford, expliquer la bouche en cœur que le patient va donner ses données à Stanford pour faire de la recherche, c'est une douce plaisanterie. Il va donner ses données à un oligopole qui a des vues très patriotiques sur ce que doit être la domination du marché numérique par les États-Unis, composé de 1, la DARPA, 2, Stanford et 3, Google. Ces gens-là fonctionnent de manière totalement fusionnelle. Vous ne donnez pas vos données à Stanford, vous les donnez à des gens qui en font n'importe quoi. Et ça, c'est plutôt un problème de pédagogie, parce qu'on ne va pas retirer les droits à des patients parce que, effectivement, quelque part, un comportement non éthique irait dans le sens de ça. Alors moi, ce que je veux dire simplement, c'est que la délégation ministérielle du numérique en santé, en fait, elle préconise un virage numérique de façon à pouvoir aller vite, pour pouvoir offrir au niveau des professionnels de santé, des patients, des personnes, des outils et des services qui permettent d'avoir des règles régaliennes et des usages partagés. Voilà. Donc là, ça a commencé l'année dernière avec la feuille de route que vous connaissez peut-être, et en gros, là maintenant, on est dans la mise en œuvre. Donc moi, ceci dit, même avec cet environnement qui va être construit avec des référentiels soft partagés, une vraie interopérabilité, une coordination des outils, etc., il y aura toujours moyen, parce que c'est le règlement européen qui le préconise, d'avoir un droit à la portabilité des données et d'en faire après ce qu'on en veut. D'avoir un second avis chez un autre médecin et d'arriver avec ses données, ou d'aller voir un autre médecin à l'étranger et d'arriver avec ses données, ou d'aller donner à Stanford parce qu'on croit qu'on donne à Stanford, voire même à Google parce qu'on va donner à Google, on a envie de donner à Google. C'est des attitudes qui vous paraissent déviantes, mais ça ressort finalement de la liberté des uns et des autres. Parce qu'ils ont l'usufruit. Ils ne peuvent pas vendre, mais ils peuvent donner. J'ai une question. Oui. Oui, mais est-ce que les patients ne pourraient pas être avertis au moins des dangers que représente, moi je suis d'accord avec le professeur Vidal, je crois, parce que j'ai fait un article, comme je suis correspondante de l'Académie internationale d'éthique, médecine et politique publique, à la suite d'une rencontre qu'il y avait eu ici,
enfin c'était rue des Saints-Pères, sur justement tout ça, et les craintes qui ont été évoquées, ce sont des craintes enfin, qui sont un peu, à mon avis, réalisables dans un futur pas si lointain. J'avais fait un autre article aussi sur le transhumanisme. On sait très bien que en Californie, il y a des liens entre tout ce qui est l'informatique et puis l'utilisation des produits du cœur humain, etc., des données médicales de santé, pour faire quelque chose qui, à mon avis, est irréalisable, mais prolonger la vie au-delà des limites possibles, etc. Donc, les patients, certains patients savent tous ces risques, puis le reste n'est pas averti. Je pense que une petite note comme quoi c'est sûr que c'est pas sûr enfin on est certain que c'est pas sûr à 100%. Moi, mon fils qui est hébergeur des données médicales de santé chez Courrier, il a été interviewé, il a dit évidemment qu'on peut pas être sûr à 100% que tout est protégé. L'informatique, on se fait pirater, moi ça m'est arrivé. Enfin, je sais pas, voilà ce que j'aurais. Je pense quand même que, en tout cas, nous, chaque fois qu'on parle, on dit que nous, ce qu'on fait, c'est pour justement avoir, en gros, une numérique en santé avec une certaine éthique, avoir un humanisme conservé, avoir un lien social, avoir un lien de soins, et donc, en gros, avoir des outils quand même pour permettre de gagner du temps médical, etc. Et chaque fois, on dit, parce que si on ne le fait pas nous, ça sera les GAFAM qui le feront. Et donc c'est pas ça qu'on veut, et donc on se dépêche pour essayer de rattraper notre retard. Maintenant, on peut pas se mettre entre les patients et Google, ni entre les patients et Apple, mais je pense que tout le monde, enfin beaucoup de gens savent que, en gros, il y a eu des tas de scandales, on les a tous entendus, donc je pense que ça a touché le grand public. Après, il y a toujours des gens qui ne sont pas au courant ou qui ne veulent pas le voir, mais quand même, je pense que ce qui se passe, par exemple, avec le Health Data Hub, les gens veulent qu'effectivement, on se construise de quoi avoir une recherche de qualité. Alors, attendez, parce que là, il y avait quelqu'un. Juste, je comprends bien tous les points que vous avez soulignés. Maintenant, j'ai l'impression qu'on va, finalement, on reporte sur cet outil-là un problème qui existe déjà, parce que les gens sont informés ou pas, mais il n'empêche que quand ils mettent des données sur Doctissimo, c'est pareil, c'est le même problème. Ceux qui sont informés le font en conscience ou ne le font pas. Ceux qui ne sont pas informés ne savent pas, ils peuvent le faire sans savoir ce qui se passe derrière. Donc il y a vraiment un problème de formation. Là, c'est vraiment un outil dont il faut voir les usages aussi. Non mais je pense que les choses, ça allait au-delà du DMP, ce que disait monsieur, ça allait largement au-delà du DMP. Parce que je pense que le DMP va être très bien fait, notamment en genre. Je pense que ça va être un outil capital pour le double numérique, qu'on appelle le double numérique, et la maintenance prédictive et la médecine préventive. Donc ça va être très bien fait, et comme je suis fier de l'idée, je peux le dire publiquement, ça va être fait très bien et très vite. Donc ça va devenir quelque chose d'extrêmement structurant, j'espère, et extrêmement important. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, et c'est là où on peut exprimer quelquefois un désaccord, à partir du moment où c'est le fruit d'une solidarité, et qu'on fait appel à la solidarité en tant que personne qu'on demande de constituer cette étude numérique, non, on n'en est pas le seul responsable. Non, on n'en est pas le seul propriétaire. La collectivité, à mon sens, est copropriétaire de cet outil, nuage d'informations qu'on a constitué et qui va s'être fait. Et non, on ne peut pas, à mon avis, on aurait bien tort, je le répète, de laisser l'objet de ce nuage d'informations le céder à qui veut bien l'entendre. Ça me paraît, je vous le dis personnellement, mais ça n'engage que moi, totalement absurde. Et comment est-ce que vous voyez les choses pour que ça soit impossible ? De la même façon qu'on... Non, mais comment je ne vois pas comment ça peut être rendu impossible. Comment est-ce que vous voulez empêcher ça? Par contre, juste peut-être une petite... D'un point de vue informatique, de ne pas pouvoir sortir, de pouvoir consulter entièrement les documents, de pouvoir les amender sur place, de pouvoir exprimer tout ce que vous avez dit et qui est remarquablement bien fait. Je trouve qu'en 3 ans, ça fait des projets absolument considérables. C'est ça qui me fait peur. Ça va être très bien fait. D'accord?
Mais il veut dire qu'à un moment donné, la liberté s'arrête au moment où celle commence à développer. Moi, je suis pas juriste, enfin, ça existe aussi. Et que nous, on n'a pas le droit, alors qu'il y a un effort gigantesque de l'État, des concitoyens, des caisses, pour faire ceci, et de le filer comme ça, allez-y, prenez ça, et bien on les empêche de télécharger leur code, c'est tout. Alors, d'abord, pour ceux qui décident de récupérer leurs données et de les donner à d'autres structures, ça ne retire pas de ce qu'on a nous en local. D'accord? Donc, on bénéficie aussi de la production de ces données, puisque effectivement, on les garde, même si elles sont partagées avec d'autres. Je pense qu'il y a une infime partie de la population qui fera. Enfin, j'ai compris que ça soit sciemment, patiemment, etc. Et je peux vous donner un exemple. Oui, bah donnez-moi l'exemple. Actuellement, je vous le donne. Encore une fois, ça reste en CSA. Mais non, on est filmé. Depuis le début, on est filmé. On nous voit. Il est extrêmement difficile maintenant d'obtenir des données brutes issues des appareils qui sont utilisés dans les hôpitaux. C'est-à-dire que vous arrivez à cette situation, vous examinez des patients avec des appareils, que ces appareils font des mesures, que ces mesures sont transformées selon des algorithmes protégés par la propriété médicale auquel vous n'avez pas accès. Quand vous demandez accès aux données brutes, on vous répond que ce n'est pas possible. Ce qui est un scandale, je suis prêt à le répéter, quand on le veut, à qui on veut. Et ça va détruire, c'est-à-dire que non seulement, et pourquoi? Parce que c'est très clair, les instruments, les instrumentistes, entre guillemets, vont vendre non plus de vulgaires appareils, mais de l'aide à la décision. Donc, en gros, sur les échographies, voilà. Et les chercheurs que nous sommes, ou les organismes de santé que vous représentez, n'auront pas accès à ces données. Et on accepte ça. Donc, je trouve qu'on témoigne d'un angélisme extraordinaire en disant allez-y, venez prendre nos données à des pays qui, pour ne pas les citer comme certaines grandes multinationales qui fournissent des instruments médicaux, se débrouillent pour qu'on n'ait plus accès aux données sur nos patients. Je pense que la solution pour ça, en gros, c'est de favoriser l'innovation française pour avoir des constructeurs qui soient à la hauteur des autres. Mais c'est pas parce que. Non, ce que je veux dire, c'est pas parce que on n'a pas une innovation à la hauteur de ce qu'on attend, on est obligé, en tout cas, on a recours à des appareillages qui sont étrangers. Et donc, j'imagine que le bénéfice de l'appareil va au-delà du risque de perdre certaines des données, puisque sinon on ne les prendrait pas. Et ça, c'est un autre sujet par rapport à le droit à la portabilité des données des patients qui peuvent avoir recours à un deuxième avis ou qui décident de mettre leurs données sur des bases étrangères. Ils peuvent très bien donner accès à un spécialiste étranger qui, dans des circonstances définies par la loi, aura accès au DMP sans pour autant pouvoir porter l'ensemble des données chez nous. Ah oui, mais le droit des patients, c'est le droit d'avoir accès à toutes ces données et d'en faire ce qu'il en veut, sauf de les vendre. Alors, on a bien entendu votre propos, monsieur. Je vous en remercie. Je propose qu'on suive. Alors, juste, on va aller un peu plus vite parce que là, du coup, je ne sais plus où on en est. Alors, donc, le DMP, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est ce fameux site où il faudrait que vous retourniez parce que je pense que là, normalement, ça devrait pouvoir totalement marcher. Là, vous avez les accès patients du DMP en ligne. Alors, moi, je voudrais faire juste un petit arrêt sur la DMP compatibilité des logiciels métiers. Donc, en gros, on préconise bien sûr la DMP compatibilité de façon à ce qu'un professionnel de santé qui est dans son environnement de travail habituel puisse accéder au DMP d'un patient, d'une personne qu'il a en face de lui, de façon la plus fluide possible, sans pour autant changer d'environnement. Alors ça, c'est la version ultime de la DMP compatibilité, c'est une maquette. Donc, en gros, voilà comment ça se présente. Là, en gros, je suis par exemple un médecin généraliste. J'ai la liste des patients que je vais avoir en consultation dans la matinée. Et là, je vois en face des noms qu'il y a des petits labels DMP vert. Ça veut dire que les patients ont un DMP et j'y ai accès. Un petit label gris, c'est les patients ont un DMP mais j'y ai pas accès. Et puis rien, c'est les patients n'ont pas de DMP.
Donc ici, j'ai les informations urgentes qui sont envoyées par certains DMP parce que c'est des nouvelles informations qui ont été postées. Et puis, en gros, on a une vue avec, par exemple, une timeline qui va mettre en fait la chronologie des prises en charge de ce patient avec des petits accès vers des documents qui rythment finalement ce parcours. Là, on a aussi une vision où on a tous les documents, mais là, du coup, en vrac par chronologie, avec des codes couleurs qui signifient qu'il y a des informations importantes ou récentes ou hors plage normale pour des comptes rendus d'examen biologique et qui sont à aller voir. C'est pas ça qu'il y a en ce moment, mais disons que ça c'est la cible. Donc en fait, quand le décret DMP et la loi ont été publiés en 2016, tout le monde attendait la CNAM au coin là, et en se disant bon bah on va bien rigoler et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, comme vous le savez, c'est que la CNAM a pris le projet en main, elle a développé certaines fonctionnalités nouvelles qu'on a vues, et elle est repartie quand même sur une étape de pré-série, alors que, en gros, le DMP, il était déployé au niveau national. Donc, mais avec les nouvelles fonctionnalités, ça faisait quand même un nouvel outil, donc il y a eu une étape de pré-série sur 9 départements qui sont ciblés ici, et ça a commencé en décembre 2016. Et en fait, elle a également lancé une application mobile, qui est celle-là, donc la première version. Il y en a une nouvelle maintenant qui est plus fun, on va dire. Et puis après, on a attendu de voir comment ça se passait. Donc en fait, un an après, puisque en décembre 2017, on voyait que l'évolution du nombre de DMP créés était significative, avec un pic de création clair au niveau de l'année, au niveau de la période qui couvrait les pré-séries. Donc ici, et puis encore un an après, donc en décembre 2018, donc on voit que en gros ce démarrage en fanfare finalement a été très augmenté dès lors qu'il y a eu la généralisation à tout le pays en novembre 2018. Donc en gros, on voyait que ici déjà avec les 9 départements pré-séries, on avait créé plus de DMP que depuis le janvier 2010 où il y avait eu le lancement. Et là, en gros, ça a continué. Et puis, donc là, il y avait vraiment beaucoup d'optimisme avec une ambition d'ouvrir 40 millions de dossiers d'ici 2022 qui était annoncée en novembre 2018 par Nicolas Revel, directeur de l'assurance maladie. Donc alors, quelle est la stratégie de déploiement de l'assurance maladie pour ce DMP? En fait, c'est assez simple. Donc il y a 3 phases. Il y a la création, l'alimentation, la consultation. Donc le focus initialement a été mis sur la création, l'objet étant créer les DMP, puisqu'on sait qu'ils sont plus vides, puisqu'ils contiennent tout de suite quelque chose. Si on les crée, il y aura tout de suite de l'information pour un maximum de personnes. Ensuite, favoriser l'alimentation et la consultation. Donc, la création, il y a eu un dispositif de création en nombre des DMP qui s'est mis en place via 3 canaux essentiellement, donc les officines, donc les pharmaciens, les accueils des CEPAM et le site web dmp.fr. Alors, il faut savoir quand même que pour les officines, il y a eu une convention qui a été signée avec 1 € par DMP créé par les pharmaciens, que dans les tuyaux, il y a aussi 1 € par infirmière qui créerait un DMP. Et donc, vu que ce qui s'était passé sur le DP était sensationnel, on s'est dit, finalement, les pharmaciens, ils sont des créateurs de dossiers, on va les mettre sur le DMP. Et ça a pas mal marché parce qu'en fait, si on regarde, là on voit donc le nombre de DMP créés en cumulé, alors fin 2016, 600 000, fin 2017, 1 million, fin 2018, création avec déploiement national, 2 millions, 1 an après le déploiement national, 3,5 millions, et là, fin 2019, 8,5 millions. Donc en termes de création, on peut dire que c'est une bonne progression, avec quand même surtout les accueils, puisque 38% des créations ont lieu dans les accueils des CEPAM, 30% avec les pharmaciens, donc je ne comprends pas, ce pharmacien, il n'est vraiment pas à la page. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de pharmacien? C'est peut-être ça. C'est ça. Voilà. Donc, et puis on voit donc les tranches de création, donc là on voit maintenant, il y a vraiment les enfants il y a les enfants qui commencent, et puis on voit que, en gros, c'est effectivement les personnes âgées qui sont les majoritaires
au niveau de la distribution des catégories d'âge. Alors après, c'est donc une stratégie d'alimentation. Donc on sait qu'il y a l'historique des remboursements, mais finalement il y a eu des gros travaux qui ont été conduits avec les ARS pour que les établissements de santé versent dans les DMP les comptes rendus d'hospitalisation, avec les EHPAD pour qu'il y ait les DLU. Là aussi il y a des incitations financières de 2500 à 5000 euros en fonction du nombre de DLU qui sont alimentés. Donc là on n'est plus dans la création, que de l'alimentation. Et puis la consultation, en fait rien n'est fait pour inciter à la consultation pour l'instant. Le pari étant qu'une fois qu'il y a plein de DMP créés et qu'ils ont du contenu, eh bien, les professionnels de santé iront volontiers les consulter. Est-ce qu'on a une idée de l'enveloppe financière qui a été consacrée à tout ça? Oui. En fait, la CNAM, à partir du moment où elle a pris DMP, elle déclare qu'elle dépense 35 millions par an. Ouais. Alors, donc finalement on subventionne le DMP. C'est-à-dire qu'il y a déjà la maintenance, il y a déjà les bâtiments. C'est tout compris. Ah, tout compris. Ah oui. Tout compris. D'accord. C'est pas énorme. Non, je parlais juste de la sponsorisation pour parler les incitatifs. bien français. Non. De la sponsorisation de. Moi je vous dis tout compris, c'est ça. On ne sait pas combien ça coûte. Je ne sais pas isoler cette partie-là. Mais aujourd'hui, le DMP revient à 35 millions. C'est ça que vous dites par an. Oui. Et est-ce que ça dépend pas du nombre? C'est-à-dire que si ça ne va pas augmenter cette enveloppe à partir du moment où il va y avoir. Sans doute, puisque rien que l'hébergement, ça va coûter plus cher. Et disons que jusqu'à 10 millions, en gros, ils avaient budgété et en gros, ils sont dans les clous. Jusqu'à 10 millions, c'est à peu près ça par an. Après, il y aura sans doute, ne serait-ce que pour l'hébergement, des choses en plus. Mais on va voir. Et j'ai une autre question pour la consultation. Oui. Est-ce que le fait que ça sera accessible au niveau du DPI, le fait que le patient a un DMP, ça n'a pas joué pour augmenter la consultation par les médecins du J'en ai jamais entendu parler. Mais oui. Quand on parle du DPI et le DMP compatible, oui. Pour l'instant, ça c'est un vœu pieux. Alors, les éditeurs de logiciels, est-ce qu'ils ont vraiment pris en... Oui. Et combien ça va coûter aux gens qui... Alors, il y a eu des gros travaux qui ont été faits par la CNAM avec les éditeurs de logiciels. Donc, les éditeurs de logiciels, en fait, ils ont monté en niveau l'interopérabilité de leur solution avec le DMP. C'est des nouvelles versions du même logiciel. Et ça, en gros, ça n'a pas donné lieu à un financement. Ça n'a pas donné lieu non plus, ça fait partie de la version plus 1 des solutions. Alors, qu'il y ait du DMP ou pas du DMP, c'est toujours un peu plus parce qu'il y a plus de services, voilà. Je ne saurais pas isoler la partie DMP dans l'augmentation de la version plus 1 par rapport à celle d'avant. Donc ça, c'est ça. Par contre, l'assurance pour les médecins pour acheter la version plus 1. Alors, il y avait plein de médecins qui étaient restés à la version -1, parce qu'ils étaient très contents, et du coup, ils n'avaient pas cette DMP compatibilité, en tout cas les premiers niveaux, parce qu'encore une fois, ce que j'ai montré, c'est la version ultime. Et là, en gros, l'assurance maladie a envoyé les CIL, je sais plus la connerie. Délégué à la protection des données maintenant. Non, là, c'était des techniciens. Non, c'est des techniciens. C'est des techniciens, donc c'est des gens, en gros, c'est les mêmes personnes qui ont été sur place, accompagner l'équipement pour la facturation, pour les télésoins, enfin la feuille électronique de soins, etc. Donc en gros, c'est les mêmes qui sont repartis pour dire ah mais ça va pas, regardez, là ça va pas. Et donc en fait, ils ont accompagné pas mal de professionnels de santé parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait plein de professionnels de santé qui étaient pour payer un peu plus, pour avoir des services en plus, le volet de synthèse médicale automatique, le système d'aide à la prescription, etc. Mais ils avaient peur de se mettre dans un truc un peu plus sophistiqué et de ne pas s'en sortir. Donc en gros, ceux-là, on les a vraiment accompagnés et voilà. Après, donc juste pour l'alimentation, donc on voit qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, il y a 22% des médecins généralistes qui alimentent, ce qui n'est pas énorme. 425 établissements de santé sur 3000, ce qui n'est pas énorme. Les EHPAD, je ne connais pas le nombre, donc 617. Mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même 47% des médecins généralistes qui consultent le DMP.
Donc en gros, c'est quand même en train de rentrer dans la routine de la consultation, d'aller voir le DMP de la personne qui est dans leur cabinet. Donc l'alimentation n'est pas obligatoire, parce qu'en fait, dans les textes, il est indiqué le praticien reporte. Et on s'interrogeait sur le caractère obligatoire ou pas. Mais c'est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction en gros. C'est ça, c'est obligatoire parce que c'est marqué dans la loi, mais en gros, si on ne le fait pas, voire même si on le fait, on a des rémunérations additionnelles. Mais après ça va passer, quoi. C'est toujours pareil. Pour aider Je rebondis sur votre tableau, là. Les laboratoires d'analyse médicale qui envoient des comptes rendus d'analyse par Internet, enfin, via un serveur sécurisé, ne transmettent pas eux, systématiquement sur le DMP. Je crois même qu'ils n'ont même pas accès au DMP. Alors, si. Ils ont accès au DMP comme tout professionnel de santé. Ils pourraient pousser dans les DMP des comptes rendus de biologie médicale. C'est vrai qu'actuellement, il y a un projet national avec un engagement des principaux éditeurs de logiciels métiers de biologie médicale, les ARS, etc. Parce qu'en gros, il y a plus d'ambition. Il y a plus d'ambition sur les comptes rendus de biologie médicale. Ce qu'on leur demande, c'est de renvoyer dans les DMP des comptes rendus structurés avec un codage sémantique selon une terminologie qui s'appelle LOMIC, de façon à pouvoir créer des courbes, faire des choses qui sont un peu plus sophistiquées techniquement dès lors qu'on a cette matière première structurée. Comme ces comptes rendus ils sont produits nativement structurés, c'est vrai que de les aplatir en PDF pour les mettre dans le DMP, alors il y en a qui le font, hein, mais là, les travaux au niveau national, ils ne sont pas conduits à ce niveau-là. Ils sont conduits sur la structuration, le codage sémantique et le fait de pousser dans les DMP. Vous avez dit que essentiellement les documents étaient sous PDF. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait facilement Alors, là, on ajoute une difficulté et donc on reporte au calendrier grec. Non, on ne reporte pas au calendrier grec parce que c'est quelque chose qui est assez vivant et pour lesquels les résultats vont venir assez rapidement. Donc on ne reporte pas au calendrier grec. Par contre, il faut savoir que le DMP, justement, on ne peut pas faire toutes les guerres en même temps, c'est pas possible. Donc le DMP, en gros, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait des contenus informatifs pour la prise en charge des patients. Donc ce qu'on voulait, c'est qu'un médecin puisse pouvoir lire une information qui lui serve pour pouvoir bien traiter son patient. Donc en gros, la barre, elle a été assez basse. C'est-à-dire que c'est un niveau de structuration élémentaire pour l'instant dans le DMP, avec juste le type de document, la date, le nom du producteur, et hop, le corps du document, un gros sac sans structure. Par contre, pour les choses qui arrivent maintenant, on est un petit peu plus exigeant parce qu'on peut avoir une vraie valeur ajoutée de la structuration. Et par exemple, les évolutions du DMP, c'est d'aller vers, par exemple, un historique des remboursements structuré. Donc là, juste, je peux dire, c'est qu'il y a eu une refonte ergonomique de l'application mobile, qu'il y a eu des directives anticipées qui peuvent être saisies par le patient dans son DMP, et puis les évolutions qui sont à venir, donc où on voit qu'effectivement, il va y avoir ici l'alimentation du DMP avec des données de remboursement dites structurées, c'est-à-dire organisées, indexées, etc. Et si en fait on fait un focus sur la structuration de l'historique des remboursements, on voit qu'en gros on va passer d'un format PDF tout plat à un historique format structuré avec une structuration qui va aller jusqu'à la base de données, la fameuse base de données dont on a parlé tout à l'heure, et puis après on va élargir même les données de l'historique des remboursements par les données du PMSI et des AID. Donc, cette structuration, elle est aussi progressive. Pour l'instant, coordination des soins. On a de l'information, on la lit et on peut être en capacité de mieux traiter son patient. Après, toutes ces données, on va les structurer, on va faire en sorte qu'il va y avoir des moteurs de recherche dès lors qu'on aura plein de trucs dans les DMP, qu'il va y avoir de l'aide à la décision dès lors que ça sera structuré. Et la biologie, à nouveau, comme c'est nativement structuré, on ne peut pas aller, on ne peut pas appuyer une démarche qui va être d'aplatir cette structuration pour mettre des PDF. Surtout qu'il y a pas mal d'informations qui sont dans les volets de synthèse médicale, etc. Donc, quitte à prendre du retard sur les comptes rendus de biologie médicale, on les aura en structuré codé.
Voilà. Et pas au calendrier. Moi, je vous fais le pari que, allez, dans un an, ça commence à être là. Voilà. Donc je reviens aussi sur la dernière évolution d'ici à 2022. Ça c'est une vraie révolution. C'est en fait le passage de l'opt-in, c'est-à-dire la création après consentement du patient, vers l'opt-out. C'est-à-dire on crée les DMP pour tout le monde, on leur met l'historique des remboursements, sauf à ceux qui expressément se sont opposés à ça. Alors, le passage en opt-out, il a été inscrit dans la loi de 2019. Donc c'est une modification de certains des articles, là, le L 1111-14 et 1111-21 du Code de la santé publique. Et donc, en gros, le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. Et la personne ou son représentant légal est informée de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement, des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture de son dossier médical partagé. Et donc c'est dans la loi, mais ça ne se fait pas encore. À partir du 1er juillet 2021, il y a une date. Le 1 s'applique à une date fixée par loi réglementaire et au plus tard, le 1er juillet 2021. Il me semble que, je ne suis pas spécialiste du droit, mais il me semble que par rapport à la loi Kouchner, là, on est en opposition. Oui, mais parce que la loi Kouchner a dit que le patient doit faire un acte positif pour l'ouverture. Donc on va faire changer la loi Kouchner. Non, mais c'est la nouvelle loi. c'est la nouvelle loi qui doit... les articles nouvelle loi remplace. Oui, mais c'est pas une nouvelle loi qui va On peut l'ouvrir et Kouchner, mettre dedans, elle le rajoute patient. pas. Ah si, elle s'inscrit avec des articles. Elle s'inscrit dans une succession d'articles. Et certains sont modifiés. Le bazar juridique en France, on connaît. C'est qu'on change des articles de loi, mais on ne change pas toute la loi, donc il y a une partie de la loi qui est appliquée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve. Sinon, il n'y aurait plus de juges. Les juges seraient tous au chômage. Alors vous avez raison que ce n'est pas quelque chose de simple, hein, c'est assez complexe, mais n'empêche que quand on change un article de loi, on fait en sorte que la cohérence est conservée au sein de la loi, et donc tous les articles qui parlaient de cet article ou de l'ancienne version de l'article sont également changés. Ça c'est vrai que c'est la beauté juridique classique. Dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça en France. Alors moi je peux pas. Moi ce que je peux vous dire c'est ayant travaillé sur certains de ces articles, on a été chercher tous les autres articles et on a fait en sorte qu'il y avait de la cohérence. Donc, Oui, avec la direction des affaires du juridique, etc. Le domaine est tellement vaste que c'est impossible d'avoir une cohérence à 100%. C'est impossible. Je pense que l'objectif c'est quand même de l'atteindre. Voilà, mais c'est impossible. Alors, voilà, on a fini là? Non, mais. Alors, donc on va finir très vite parce que j'ai quasi terminé. Donc je voulais juste parler de ce qui s'était passé en Australie où finalement ils ont un dossier, un DMP. Voilà. Le même que nous, honnêtement. Ils ont commencé comme nous avec un opt-in, avec les mêmes fonctionnalités, et puis ils sont passés en opt-out. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, ce passage en opt-out, il a été assez mal vécu par une partie de la population, puisque en fait, alors que normalement il y avait un refus de donner son consentement express à la création de l'ordre de 1,1 à 1,5%, en fait, avec l'opt-out, eh bien l'opposition, elle a concerné plus de 10% de la population. Voilà. Donc voilà. L'autre chose aussi qui arrive dans le paysage, qui a été inscrit dans la loi aussi de 2019, c'est l'espace numérique de santé. Donc cet espace numérique de santé qui va être aussi ouvert en opt-out automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. Et cet espace numérique de santé, il est à la main de la personne. C'est-à-dire que les professionnels de santé n'y vont pas, n'ont pas accès, sauf si exceptionnellement la personne donne l'accès. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace numérique de santé? Et ça va également dans le courant de patient empowerment, c'est-à-dire l'empouvoirment, ça se dit en français des patients. C'est vraiment de lui donner les clés du magasin, quoi. C'est lui qui est responsable de sa santé. Alors, on n'est pas obligé d'en avoir un, hein, mais en gros... Le pouvoir du patient, ça va très bien. Voilà, bon, bah, peut-être qu'on va se... Il y a la France qui allait vers le Québec, maintenant peut-être le Québec va aller vers... Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a dans l'espace numérique de santé? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on y met. Donc, il peut y avoir un DMP, il peut y avoir un agenda,
qui va gérer tous les rendez-vous avec une vraie interopérabilité. Il peut y avoir un portail d'accès à ces portails dans tous les hôpitaux qui ont été fréquentés. Il y a des outils de télémédecine qui vont favoriser la téléconsultation. Il y a une messagerie sécurisée, puisqu'elle n'existe pas actuellement, et qui permettra aux personnes d'échanger des messages selon des messageries sécurisées avec des professionnels de santé. Il y a aussi des notifications et des alertes sanitaires. Par exemple, là, je pense que les gens recevraient des trucs sur le coronavirus. Et puis, il y a un accès à des différents types de sites de santé, dont santé.fr, qui est le site d'information du ministère de la Santé. Et surtout, il va y avoir un système de référencement des applis mobiles qui vérifie des critères de sécurité, d'interopérabilité, mais ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'éthique. Et ça va faire un store dans lequel les patients pourront chercher des applis et les mettre dans leur espace numérique de santé. Qui gère L'espace numérique de santé, Qui gère l'assurance maladie. l'assurance maladie? Le DMP, c'est quand même la brique essentielle. Hein. Donc il y a d'autres choses parce que les patients, ils sont polypathologies. Il y en a un qui a une appli pour le suivi de son diabète, le suivi de son asthme, ou le traitement de la crise d'asthme, enfin des tas de choses. Donc là, en gros, l'idée, c'est d'avoir toutes ces applis et puis qu'elles soient interopérables de façon à ce qu'on ne rentre pas dans l'une en s'identifiant, puis on ne rentre pas dans l'autre en s'identifiant. En gros, on s'identifie une fois, on a accès à tout et les informations communiquent avec des tableaux de bord, etc. Donc c'est la CNAM qui travaille sur le développement de cet espace numérique de santé, comme finalement un surcontenant par rapport au DMP. Donc le dossier médical partagé, un passé chaotique et un présent prometteur. Donc là oui, on a plus de 8,5 millions de DMP qui sont créés, il y a plus de 10 millions de documents qui ont été alimentés, hors historique de remboursement, donc il y a quand même des choses qui commencent à être dedans. Il y a plus de 3,4 millions de documents qui ont été ajoutés par les patients eux-mêmes, donc ils sont quand même assez acteurs, ces patients dont on dit que peut-être ils ne savent pas, etc. Il y a 450 établissements de santé qui ont alimenté un DMP, 640 EHPAD et 25 000 médecins généralistes qui ont consulté au moins un DMP. Donc finalement, c'est vrai qu'on a vu le passé un peu compliqué, le présent finalement il prend bonne forme. Le futur à confirmer, moi je vois deux menaces, hein. C'est le passage en opt-out. Quel sera le taux d'opposition en France, parce que les Français, ce n'est pas les Australiens. Hein. Et puis, ENS et DMP qui vont être complémentaires ou concurrents. Et je termine là, et je vous remercie de votre attention et de vos questions. Un grand merci Brigitte pour cet exposé très complet et très interactif. Là, je pense qu'on aurait eu 10 000 questions tous à poser, mais malheureusement, nous allons devoir sortir et vraiment... Alors, vous nous mettez ça à disposition, donc nous allons déposer avec l'accord, je vous remercie de vous l'écrire aussi, déposer ça sur le site de l'Institut d'Oreille Santé, comme ça vous pourrez retrouver tous les éléments. Et si vous n'avez pas tout entendu ou besoin de réécouter, on mettra sous l'aile de son et de qualité la vidéo en ligne. Donc merci à tous pour votre présence et encore un grand merci à vous, Madame.